C'est une hypothèse répandue dans de nombreuses études de l'oralité et de l'alphabétisation qu'il existe un grand fossé entre les cultures dans lesquelles le savoir est transmis oralement et celles dans lesquelles la connaissance est transmise par écrit. Alors que la nature exacte de cette fracture reste contestée, et les théories vont d'une extrémité du continuum, où il est supposé que l'écrit a pu refaire une transformation radicale et cognitive qui rend le raisonnement scientifique possible pour la première fois, jusqu'à alors l'avis plus négatif déjà proposé par Platon dans l'Antiquité, sur lequel l'écriture érode la capacité humaine à se rappeler. L'écriture et l'oralité sont perçues comme deux technologies complètement séparées et de bien des manières mutuellement exclusives qui communiquent des connaissances de façon fondamentalement différente avec des degrés d'efficacité plus ou moins grands. Pour ne citer qu'un exemple, parmi bien d'autres, Walter Hong, le théoricien des médias et un des pionniers dans l'étude de l'oralité, a écrit dans son ouvrage classique sur le thème de la culture orale, oralité et alphabétisation, l'écriture, l'engagement du mot dans l'espace, agrandit la potentialité de la langue presque sans commune mesure, restructure la pensée et, ce faisant, convertit quelques dialectes en grapholectes. Un grapholecte est un langage transdialectal formé par un engagement profond envers l'écriture. L'écriture donne au grapholecte une puissance dépassant de loin celle de n'importe quel dialecte purement oral. Le grapholecte, par exemple, que l'on appelle communément l'anglais standard, possède un vocabulaire enregistré d'au moins 1,5 million de mots accessibles à l'usage, mais des mots aussi dont on connaît non seulement les significations actuelles, mais aussi celles de centaines de milliers de significations passées. Un dialecte simplement oral n'aura généralement des ressources que pour quelques milliers de mots, et ses utilisateurs n'auront pratiquement aucune connaissance de l'histoire sémantique vraie de l'un des mots. Pour ne citer qu'un exemple qui porte plus directement sur le monde antique, le célèbre assyrologue et l'historien de l'écriture I.G. Gelb a écrit dans son ouvrage fondamental une étude de l'écriture. Cette séquence des étapes de la rédaction de systèmes d'écriture logographique au phonétique et à l'alphabétique reflète les étapes de la psychologie primitive. Naturellement, comme tous les primitifs qui peuvent saisir des parties du discours, telles que des expressions et des phrases, c'est souvent avec quelques difficultés qu'ils peuvent reconnaître des mots individuels. La capacité à diviser un mot en ses syllabes composantes est un grand pas dans leur compréhension de la parole et doit fréquemment être apprise grâce à une influence extérieure. Habituellement, la division des syllabes en des sons distincts se trouve au-delà de leur capacité. Que cette séquence de l'analyse du discours soit la plus naturelle est confirmée par le fait que presque tous les écrits introduits à l'époque moderne parmi les sociétés primitives se sont arrêtés au stade syllabique. Fin de citation. Bien que ce ne soit certes pas les exemples les plus nuancés, et la comparaison des cultures sans écriture à des enfants et à des personnes atteintes de troubles du développement du langage doit se comprendre dans le contexte des modèles néo-évolutionnaires qui jadis dominaient l'étude des sociétés pré-industrielles, l'hypothèse d'un fossé infranchissable entre oralité et alphabétisation continue d'avoir une profonde influence sur la compréhension et la caractérisation des modes de communication orale et écrite. Remarquez par exemple la compréhension implicite de l'oralité comme un processus séparé et fondamentalement distinct de l'écriture qui informe les deux déclarations ci-après sur la relation entre la transmission orale et écrite de la littérature sumérienne qui ont été faites au cours des 20 à 30 dernières années par des assyrologues qui ont grandement contribué à améliorer notre compréhension de l'interface entre oralité et alphabétisation en Mésopotamie antique à travers leurs travaux vraiment fondamentaux sur le sujet. Dans un volume consacré au thème de savoir si la littérature épique mésopotamienne était orale ou orale, Gerald Cooper, dans son style inimitable, peint sans rire, a déclaré « En effet, c'est tautologique de prétendre qu'une certaine littérature était orale avant d'être écrite. Y aurait-il quelqu'un qui oserait nier qu'à Sumer, au milieu du 4e millénaire, les élites bureaucrates, fatiguées après une longue journée d'administration des organisations redistributives multiniveaux, avec leurs sceaux lourds, richement taillés, les bulles maladroites, remplies de chaudrons, et cherchaient après tout à se distraire en écoutant des bardes hautement spécialisés dont les chansons puisaient dans une riche tradition orale, ou que des colons commerçants sumériens cherchaient en racontant des contes traditionnels, loin de leur patrie, caressant leur bol biseauté, et cherchaient à intensifier tactilement leur rappel sonore des personnes et des lieux qu'ils avaient laissés à la maison.
De même, comme cela a été maintes fois souligné par d'autres, la véritable littérature orale de la Mésopotamie est ce que, par définition, nous n'aurions jamais eu. Même la transcription ancienne la plus précise de la prestation d'un hypothétique barde de Mésopotamie aurait, en vertu du processus de transcription et l'artefact décontextualisé qui en était son produit final, serait quelque chose de très différent de ce qu'on appelle une œuvre de littérature orale. Ou bien, dans la même veine, écrivant spécifiquement sur l'influence que la version orale de la composition littéraire sumérienne de Gilgamesh et Agga aurait pu avoir sur la transmission écrite du même texte, Miguel Civil a noté l'existence côte à côte d'une version longue, vivante et d'un écrit court créerait une constante alimentation et contre-alimentation de variantes textuelles. Sans entrer dans les détails, il est facile de voir comment cela pourrait compliquer de façon inattendue et indétectable la généalogie des manuscrits. Abordons alors la question posée par les organisateurs de ces conférences. Quelle influence ont eu ces points de vue de la relation entre oralité et écriture sur la manière dont est perçue l'influence de la transmission orale sur la rédaction des compositions littéraires mésopotamiennes? Bien que différents sensiblement quant aux effets qu'ils prétendent que l'écrit a sur le contenu des textes et quant à la mesure de l'interaction que l'oralité et l'alphabétisation sont censées avoir en temps donné, ce que toutes ces positions ont en commun est l'affirmation implicite que les effets de la transmission orale sur les textes écrits sont essentiellement inconnaissables. Dans sa forme la plus rigide, le point de vue selon lequel l'oralité appartient à un stade plus précoce dans le développement des sociétés ne peut en aucune façon s'appliquer à l'ancienne Mésopotamie qui possédait l'écrit. Et sauf si, bien sûr, on suppose que seul le prétendument faible pourcentage des élites qui savaient lire et écrire a bénéficié des transformations cognitives stimulées par l'écrit, auquel cas il serait malgré tout encore nécessaire de conclure que rien ne peut être connu sur comment les connaissances circulent oralement parmi la grande majorité d'une population largement illettrée. Et de même dans les positions nettement plus nuancées de Cooper et de Civil, qui prennent pleinement en compte les façons complexes dont l'oral et l'écrit peuvent interagir pour compliquer la façon dont les messages sont transmis dans les sociétés comme la Mésopotamie, où l'oralité et l'alphabétisation sont mélangées, l'influence de l'oralité demeure inexplicable. Mais est-ce vraiment le cas que l'on ne peut rien connaître au sujet des effets de l'oralité sur les textes écrits? Est-ce que le fossé entre l'oralité et l'écriture est-il vraiment si vaste que, contrairement à l'écriture, qui apporte la preuve identifiable de ses effets partout où elle est introduite, l'oralité ne laisse aucune trace durable et déchiffrable de sa présence? Et si l'écriture n'était pas toujours l'agent du changement rédactionnel, mais était plutôt parfois mis au service de la communication orale, alors que dans ces cas, c'était l'oralité, plus que l'écriture, qui a façonné la version écrite du texte? Dans le reste de cet article, je voudrais examiner cette possibilité plus sérieusement et faire valoir que le corpus des lamentations sumériennes offre au moins un cas clair d'un groupe de textes dont la forme écrite a été largement influencée par les besoins de l'exécution orale. Et pour illustrer cela, je vais donner des exemples de comment toutes les premières sources écrites connues pour les complaintes apporte la preuve que ces compositions ont été écrites pour aider à l'exécution d'œuvres par voie orale et pas simplement pour en assurer la transmission écrite. Dans l'ancienne Mésopotamie, la complainte appartenait à un ensemble de pratiques culturelles qui ont été utilisées pour prévenir ou supprimer le malheur individuel et collectif. Et bien que les complaintes se pratiquaient probablement de manière différente et dans beaucoup de différents types de rituels, une forme particulièrement bien attestée du rituel des complaintes rituelles impliquait le chant ou la récitation de complaintes sumériennes cultuelles connues comme Barma et Ershema. Plusieurs de ces compositions portent sur la destruction des villes et l'abandon des temples, dans le sillage des dieux destructeurs tels que Enlil, Inanna, Ishkur et d'autres, qui se jettent sur eux en colère. Mais il y a aussi de nombreuses complaintes qui ont trait à la séparation d'Inanna de son amant Dumuzi, lorsqu'il est emporté par les mondes de l'enfer, ou une divinité semblable d'Amu qui disparaît également et est pleurée par sa famille. La complainte est une pratique cultuelle qui devient de plus en plus importante au début du deuxième millénaire avant notre ère, au cours de la période connue comme la période babylonienne ancienne, quand les deux principaux types de complaintes, Barma et Ershema, ont pour la première fois été mis par écrit. À l'heure actuelle, il y a environ 475 vieux exemplaires babyloniens des complaintes sumériennes que l'on connaît.
Plus de la moitié de ces sources viennent des villes du nord de la Mésopotamie, notamment Kish et Sippar, mais l'existence de plus de 70 exemplaires de ces complaintes de la même période, venant de Nippur, et des groupes supplémentaires de sources provenant d'autres villes du sud de la Mésopotamie comme Girsu et Larsa, est une indication claire que les complaintes ont été copiées partout en Mésopotamie au cours de cette période. Et bien que beaucoup de ces mêmes complaintes qui ont d'abord été mises par écrit au cours de la période babylonienne ancienne et continuent à être copiées sous forme étendue ou modifiées jusque dans le premier millénaire, par contraste avec les versions des complaintes des périodes ultérieures qui avaient assumé une forme écrite plus ou moins fixe, les copies des complaintes du début du deuxième millénaire sont caractérisées par l'extrême variabilité de leur contenu et de leur forme. Étant donné que le processus par lequel l'élémentation sumérienne est transmise semble avoir changé lors du premier millénaire, lorsque la transcription écrite des textes n'était plus aussi fortement influencée par les besoins d'une exécution orale, seuls les exemples provenant des sources babyloniennes anciennes seront examinés et les conclusions que l'on peut en tirer sont censées ne s'appliquer qu'aux complaintes de cette période. Il ne fait guère de doute que les complaintes sumériennes connues par les sources écrites étaient activement exécutées lors des rituels cultuels. Il est clair, d'après les lettres, descriptions de rituels, déclarations de quand certaines complaintes spécifiques devaient être exécutées et beaucoup d'autres sources indiquant que les complaintes ont été exécutées régulièrement durant le premier millénaire comme partie intégrante de presque chaque rituel cultuel connu de cette époque. Mais il est non moins évident que des complaintes ont été également exécutées régulièrement à des périodes antérieures, comme il est indiqué par des preuves telles que les références à l'exécution de complaintes dans les sources administratives datant de la fin du troisième et le début du deuxième millénaire, et l'inclusion des complaintes dans un rituel de construction décrit dans les cylindres de Gudea, un dirigeant de Lagash à la fin du troisième millénaire. La preuve la plus directe de l'exécution des complaintes sumériennes pendant la période babylonienne ancienne, cependant, se trouve dans la description d'un rituel à la déesse Ishtar, décrit dans une tablette de la ville de Mari sur le moyen Euphrate, datant du règne du souverain Yasma Adou, qui régna au début du XVIIIe siècle avant notre ère, et qui contient des références à l'exécution des différentes sections de la complainte. Uru-Amareibi à des moments différents du rituel, se référant à ces sections par le même incipit qui intervient au début des sections correspondantes à la version écrite de la composition. Voici donc à la diapositive un extrait du rituel de Marie pour illustrer l'utilisation des Uru-Amareibi à différents points du rituel. L'exemple de l'incipit qui sont cités en rapport avec l'action rituelle exécutée pendant ce rituel. Alors, s'il est certain que des complaintes sumériennes ont été copiées pour être jouées, quelle est la relation entre les versions orales de ces complaintes qui ont été exécutées ainsi que les copies écrites de ces mêmes complaintes et qu'est-ce qui influence, le cas échéant, l'utilisation des complaintes en exécution qui aurait pu avoir sur le contenu et la forme des versions écrites de ces compositions? Il y a au moins deux fortes raisons de penser que les copies écrites de la lamentation sumérienne ont été compilées principalement dans le but d'aider à l'exécution orale. Le premier, le nombre relativement élevé de copies de ces complaintes qui ont été écrites phonétiquement, au lieu que dans l'orthographe conventionnelle pour le dialecte émessal sumérien, le registre du sumérien dans lequel toutes les complaintes étaient composées. Voici un exemple de ce que j'entends par des écritures phonétiques. En bas, vous avez la source A, vous avez l'écriture conventionnelle tour-tour, alors que dans la ligne au-dessus, vous avez une source qui écrit le même signe, mais phonétiquement, en donnant l'alphabétisation de chacune des parties. Voici l'exemple de ce type d'écriture. Près de la moitié des copies babyloniennes anciennes des complaintes qui sont actuellement connues sont rédigées dans une orthographe phonétique très phonétique. Il y a 5 types principaux d'écriture phonétique qui se produisent dans ces sources. L'un des exemples se trouve dans les 5 cas ici. Vous avez des signes homophones. Vous avez aussi des mots polysyllabiques écrits avec des différents signes. D'autres, tu as achat au lieu achat 3, qui est le terme pour un champ, par exemple. Vous avez moumou pour dire moutou, qui veut dire ramer.
c'est un signe qui ressemble à comment serait prononcé le verbe, mais n'était pas le signe phonétique classiquement utilisé pour transcrire ce verbe. En outre, ces signes homophones, il y avait des mots polysyllabiques écrits avec plusieurs signes, comme l'exemple de sukud, par exemple, qui veut dire être élevé entre terre et ciel, et vous le voyez écrit avec une source phonétique, sukuda, au lieu du symbole simple qui emploie pour des scouts. Notre écriture phonétique, de la duplication des consonantes à la fin des mots. Donc, au lieu d'écrire oula, qui veut dire détruire, vous avez oula sans le L à la fin du verbe et dima pour dimna, etc. Les écrits sandhi étaient également des exemples d'écriture phonétique que l'on trouve ici et vous avez Dugu Ana, vous avez Dugu Na, et puis des écritures phonétiques que l'on trouve avec l'omission des déterminants également que l'on trouve. Et dans le cas ici, vous avez Ding qui est séparé de Dumuzi. Ces 5 types d'écriture phonétique révèlent une tendance cohérente de rendre plus claire la prononciation des mots dans la complainte à l'aide de signes pour écrire chaque syllabe dans un mot de plusieurs syllabiques ou les écrits de sandhi pour indiquer la prononciation d'une séquence de formes et en utilisant les signes homophones et en omettant les déterminatifs. Les redoublements de consonnes également, afin d'éliminer toute ambiguïté dans la prononciation, introduisent ainsi une complexité orthographique dans le script. Étant donné que beaucoup des plaintes ont été copiées phonétiquement, il semble très probable que les écritures phonétiques de césure étaient prévues pour aider à l'exécution de la composition en rendant plus facile pour l'interprète de reconnaître comment les mots dans le texte devaient être prononcés quand chantés ou récités. Une deuxième indication que les copies écrites des complaintes sumériennes avaient une fonction d'exécution est l'extrême variabilité dans le contenu des sources des complaintes individuelles, d'une part, et la répétition des mêmes passages sous des formes identiques ou modifiées dans plusieurs autres complaintes. Pour ne citer que quelques exemples de ces deux tendances, il y a 3 sources en vieux babylonien avec le début de Bala, Guru Maraibi, dont 2 viennent de Kish et l'un probablement vient d'Uruk. Mais même si ces sources contiennent clairement la même composition, chaque ligne de chaque source contient plusieurs instances des formes orthographiques, grammaticales et sémantiques qui n'existent pas dans les lignes correspondantes des 2 autres sources. Voici quelques exemples de ces différences, les variantes que l'on trouve entre 2 sources. Certaines des plus remarquables, par exemple, dans le deuxième ici, c'est l'ajout de 2 lignes de sources de mots qui ne figurent pas dans la source venant de Kish et qui indiquent le nom d'une partie d'Orak et qui a du sens. Contenant la provenance de la tablette ici, faisant référence à la ville d'Uruk plutôt que de Kish, et qui fait référence à des villes, à des temples dans ces villes. Et on trouve d'autres exemples ici, des écritures phonétiques avec une source venant de Kish, le changement de l'un des étiquettes d'Inanna qui se produit avec très peu de variations dans pas moins de 16 différentes complaintes et un passage écrivant la séparation des brebis qui est le nom du temple d'Inanna dans la ville de Kish, qui est une des sources de cette variante. Donc, en outre, il y a cette séquence de 5 épithètes d'Inanna qui a peu de variations et cela figure dans pas moins de 16 complaintes différentes dans une litanie standard que l'on trouve, comme vous l'avez ici, dans d'autres textes. Et un passage décrivant la séparation de la brebis et de la chèvre de leurs agneaux ou des chevreaux se produit avec des variations mineures dans au moins 21 complaintes différentes, y compris, mais sans se limiter à Ershema et Barna d'Inanna, Dumuzi, Enlil et la déesse Ninurzag. Comme on le sait, d'après l'étude de la littérature orale, l'occurrence de formules répétées, une variabilité significative dans le contenu de la même composition chaque fois qu'elle est exécutée, sont 2 des traits plus distinctifs de la poésie orale.
Outre les écrits phonétiques en copie de ces complaintes, la variabilité dans les versions écrites de la même barma et schéma et la répétition de passages identiques ou quasi identiques dans plusieurs compositions sont une preuve toutefois que les sources écrites de ces complaintes ont été compilées afin d'aider à la performance et à l'exécution orale et se retrouvent dans la source individuelle de ces textes. Une paire de sources particulièrement déterminantes, c'est dans le Vorderasiatisches Museum à Berlin, contiennent un passage presque identique d'un texte qui est identifié comme un air schéma d'Inanna dans l'un des doublons supplémentaires de la même composition. Voici, vous avez les deux sources, une sépare d'un même texte. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ces deux copies, qui probablement viennent de sépare, c'est que l'une des deux sources, la source à gauche, VAT 1419, contiennent seulement le premier signe de 3 ou 4 dans les lignes qui sont rédigées dans la forme complète dans l'autre source, suivi d'un espace vide sur la tablette où le scribe a omis le reste de ces lignes. Et dans la source à côté, qui a le même texte, on a la ligne complète et se termine comme dans l'autre source. En outre, contrairement à l'autre source qui est écrite dans l'orthographe conventionnelle, les mots et expressions dans la source de l'abrégé sont rédigés dans l'orthographe phonétique que l'on trouve dans d'autres copies des complaintes sumériennes qui ont été utilisées pour faciliter la récitation et le chant des mots pour l'interprète. Vous avez ici des exemples comme la source abrégée. Le scribe a écrit les mots et les phrases en les prononçant. Donc, vous avez Ga'am d'un côté et vous avez Ga'am 3 à 11 dans l'autre. Donc, toujours écrit avec ce signe et jamais avec le signe doux, par exemple. Il semble donc très probable que cette source était destinée à servir une aide mnémotechnique pour l'interprète qui aurait sans doute connu la composition par cœur et aurait été capable de se rappeler le contenu plus facilement simplement en voyant le premier mot ou expression dans chaque ligne. En outre, puisque les repères mnémoniques fonctionnent plus efficacement quand on les entend par rapport à de les voir, jusque la dernière fois où vous avez oublié les mots au milieu d'une chanson et on vous remet sur les rails par quelqu'un qui vous donne le début de la ligne que vous avez oublié, à l'aide d'écriture phonétique pour activer la prononciation du début de chaque ligne, aurait fait de cette copie une aide particulièrement efficace pour aider l'interprète à se souvenir de la complainte. Si le contenu de beaucoup, sinon tous les exemplaires des complaintes sumériennes datant du début du second millénaire ont été influencés et façonnés par les besoins d'une exécution orale, quelles conséquences cela a-t-il pour comprendre le processus de rédaction et d'édition des versions écrites de ces textes? S'il est clair que par le premier millénaire, les complaintes avaient assumé une forme écrite plus ou moins fixe, la relation entre les versions orales et écrites des lamentations sumériennes semble avoir été complètement différente au cours de la période babylonienne ancienne. Puisque le contenu des versions orales des complaintes sumériennes était plus fluide au cours de cette période, afin que chaque fois qu'une complainte particulière était effectuée, un certain ensemble de lignes récurrentes, passages et thèmes restaient le même, mais alors que le reste de la composition était soumise à variations et modifications, il serait vain d'essayer de reconstruire l'histoire rédactionnelle des complaintes des sources écrites pour les compositions. Si ce n'est pour d'autres raisons que celles que le contenu des complaintes n'avait pas encore été fixé par écrit. En effet, contrairement à la compréhension habituelle entre oralité et écriture, c'est l'oralité et non pas l'écriture qui semble avoir façonné le contenu des complaintes à ce stade de leur transmission, avec les sources écrites existantes reflétant les différents aspects de la transmission orale des lamentations, tout en révélant peu ou rien quant à l'écriture et le processus de transmission. Et bien que pas toutes les traditions écrites étaient précédées d'une phrase dans laquelle les versions écrites des compositions étaient dans un état de flux constant en raison des effets de la transmission orale, les premières sources écrites pour les complaintes sumériennes devraient
servir de rappel prudent aux chercheurs que l'étude de la transmission textuelle de la Bible et autres corpus textuels de l'ancien Proche-Orient, que les plus anciens exemplaires d'une composition ne sont pas forcément toujours plus précises que la version originale du texte, surtout quand la composition n'a pas pu être mise par écrit jusqu'à une période plus tardive. Mais voilà le sujet d'une autre conférence. Merci.